On ne naît pas avec la haine et la violence. On la cultive, on peut cultiver l'amour. Aujourd'hui, je cultive l'amour. Et à un moment, j'ai cultivé la haine. Et donc, à force, tu crées un personnage. C'est pour ça que je me retrouve en toi aussi, parce que tu as joué un rôle et moi, j'en ai joué un. Je suis pas un skinhead. Je sais pas à quel moment t'es parti dans cet extrême-là, mais est-ce que si à ce moment-là, sur ta route, plutôt que d'avoir des mecs skin de cette mouvance-là, t'avais eu peut-être même des acteurs qui t'auraient dit « Tiens, viens passer des castings avec nous, viens faire ça avec nous », est-ce que t'aurais trouvé une identité, un effet de groupe là-dedans, ou ouais, dans le sport, ou je sais pas, est-ce que ça aurait pu être autre chose ? Avant de cultiver l'amour, William Deligny arpentait dès l'âge de 16 ans le Paris des années 80, crâne rasé et tatouage nazi sur le corps. Cet ancien skinhead devenu moine bouddhiste s'est repenti de ses crimes et s'occupe aujourd'hui de ceux qui souhaitent sortir de l'engrenage de la violence. À l'occasion de la sortie du film Les Rascals, il a rencontré l'acteur Victor Metelet qui incarne Adam, un skinhead charismatique, violent et intégriste du Paris de 1984. Je suis Marie Sala et je dois vous prévenir, pour cet épisode, âme sensible s'abstenir. Stéphanie Chermont est allée retrouver William et Victor à l'hôtel Chouchou à Paris afin de discuter de bandes organisées, d'extrême droite, de violence, mais surtout du pouvoir fédérateur du cinéma. Hello Victor. Salut Stéphanie. Hello William. Salut Stéphanie. Et merci d'être là tous les deux, dans cette chambre d'hôtel à Paris au Chouchou. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là face à face ? Est-ce que vous savez ce qui vous attend un peu ? À peu près. Dans les grandes lignes, disons. C'est vrai. Disons que c'est toujours intéressant de voir un acteur qui joue un rôle qu'on a eu dans le passé, quoi. Cette rencontre entre vous deux aujourd'hui pour parler de cinéma et d'un sujet de société à travers un film, Les Rascals, est loin d'être éloigné de la réalité. On va échanger ensemble en partant d'un film coup de poing. Ok, j'ai tenté le jeu de mots. Les Rascals, c'est du talentueux réalisateur Jimmy Laporal-Trésor. Une plongée violente et un récit bien corsé dans le Paris des années 80, entre gangs et surtout notre sujet, les skinheads de cette époque. Et on va même raconter votre vie, ta vie, pardon, je te tutoie, William, d'ailleurs, Ouais. Tu m'autorises ? Bien sûr. Et aussi le côté repenti de cette vie qui est incroyable. Dans le film, Victor, t'incarnes Adam. Ouais. C'est un jeune étudiant à Assas, donc c'est une université, qui se radicalise et qui devient un leader d'un mouvement skinhead. Tu peux m'en parler un petit peu ? Ouais, tu l'as dit, Adam, il était élève à Assas, ensuite il est devenu chargé de TD, et il est le leader de son groupe, alors groupe skinhead, mais tu m'arrêtes si je me trompe, mais skinhead ça veut un peu tout et rien dire, il y a des mouvements skinhead de partout. Là c'est une mouvance skinhead qui est liée à l'extrême droite, au mouvement néo-nazi, et oui, Adam en est le leader, ouais. William, on peut dire que t'es un ancien skinhead. Comment tu dis les choses ? Ouais, moi j'étais là à cette époque-là, vraiment. Là, à un moment dans le film, on voit le café de l'UFAC. Moi j'ai émergé en fait dans ma jeunesse et je suis devenu un skinhead à ce moment-là. Ça s'appelait... Maintenant, il y a différents noms, quoi. On appelle Bonnet, par exemple, les néo-nazis, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Tout le monde était des skinheads. Alors, je mettrais quand même un bémol dans le film, c'est que 84, c'était pas si radical que ça. C'était plus dans la rue, quand même. On était plus des membres de gangs de rue, quoi, que une bande organisée. Et dans le film, on met beaucoup l'accent sur l'organisation. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu un collage ou deux au FN, par exemple, j'en avais fait ça. C'est des trucs qui nous plaisaient pas forcément, parce que pour nous, les FAF, c'était les bourgeois. Et nous, on était les enfants de la rue. Et donc, on s'entendait pas vraiment. On était des gens qui foutaient le bordel, qui buvaient de la bière, qui faisaient des saluts nazis, des choses comme ça. Mais c'était plus dans un niveau de provocation que d'une compréhension profonde. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été obligé de me reconnaître dans le film, puisque dans ma jeunesse, j'ai beaucoup traîné dans ce café-là, quoi. Victor, tu connaissais un petit peu ce que c'était ou avant d'accepter le rôle, ou alors vraiment tu t'es documenté parce qu'on rappelle, t'as 24 ans. Ouais. T'es encore tout jeune, allez. Est-ce que c'est les années 80 à Paris, ça te parlait ou pas du tout ? Alors je savais qu'il y avait eu une mouvance à Paris dans les années 80 liée à ça, mais
j'en savais pas plus que ça. Donc je me suis vraiment beaucoup documenté déjà pour les premiers castings, parce que je voulais pas arriver la fleur au fusil pour rencontrer Jimmy la première fois. Déjà le scénario est tellement documenté que en le lisant, j'en ai appris beaucoup. Et ensuite, quand j'ai eu le rôle, Jimmy, je me rappelle, m'avait envoyé un lien YouTube en disant quelques vidéos avant de démarrer le tournage. J'ai ouvert le lien et il y avait une vingtaine d'heures de vidéos sur un peu sur tout. Alors sur la vie à Paris dans les années 80 en général, mais beaucoup sur le mouvement skinhead et sur la couleur qu'il voulait que je donne à Adam, même si voilà, il n'était pas question de copier un leader plus qu'un autre ou une personnalité plus qu'une autre, mais c'était juste pour me nourrir. Et d'ailleurs, au fil de ces vidéos-là, pendant la prépa, mon algorithme YouTube a changé. Il n'y avait plus que des propositions de vidéos sur le sujet et j'étais tombé sur des vidéos de William. Et il y a une phrase, je me rappelle, qui m'avait beaucoup marqué. Tu dis, à cette époque, on sautait à pieds joints sur la tête des gens. Et là, je m'étais dit, ah ouais, j'avais déjà compris cette ultra-violence, mais cette phrase-là m'avait particulièrement marqué pendant la prépa, je me souviens. Il s'appelle pas Loki, lui? On m'appelle plus comme ça depuis un bail. Arrête, putain de merde, colle! Lâche-moi, je veux pas me battre! Il a déconné, Ricochet, le disquaire. T'es sérieux, là? Ton facho de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas? Ouais, mais c'est pas une raison. Il y avait écrit Rascal sur leur blouson. Celui qui a tabassé mon frère, c'était un arabe, en tout cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter? Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Moi et mes potes, on va aller retrouver tes rascals de merde. Je veux être là. C'est vrai que c'est une époque un peu sadique, quoi. C'est une époque où il n'y a pas beaucoup de flics. Tu peux faire des trucs que tu pourrais plus faire maintenant. Et puis, c'est comme un âge d'or chez les skinheads. Ça veut dire que t'as des gens vraiment barrés, fous, quoi. Et qui sont prêts à tout faire pour avoir une réputation. Et la violence, faut aller dans les extrêmes. Donc, moi, je me rappelle de scènes, ouais, c'est chaud, hein. Coincer un gars, lui mettre la tête sur le capot d'une voiture, puis tu sautes du toit à pieds joints comme ça jusqu'à temps qu'il meure, quoi, tu vois. Juste pour rigoler comme ça, c'est chaud, quoi, tu vois. Donc, il y avait vraiment un danger avec ces bandes. Ça durait pas longtemps déjà, hein. Au bout de 6 mois, 4 mois, 3 mois, tu te faisais virer, il y en a qui tombaient en tôle, tout ça. Donc c'était des bandes un peu éphémères, quoi, mais c'était super violent, quoi. C'est un moment où on est emporté dans quelque chose, on n'est pas arrêté, on prend goût au sang, on ne jouit que de ça. Et voilà, c'est une ascension, c'est celui-là qu'on fera le plus. Et donc, il y a l'effet de groupe qui joue après dans l'ascension de la violence, où il y a un truc qui est aussi ancré en toi, cette période de ta vie où tu avais besoin de violence, toi perso. Déjà, on ne naît pas avec la haine et la violence. On la cultive, on peut cultiver l'amour. Aujourd'hui, je cultive l'amour. Et à un moment, j'ai cultivé la haine. Et je me rappelle de ces séquences dans ma vie où il fallait que j'enlève la bonté, etc. C'était comme une lâcheté. Et donc, à force, tu crées un personnage. C'est comme quelque chose, une imagination qui prend forme en toi. Et c'est tellement fort que les gens ont vraiment peur, quoi. C'est dingue, t'es tout petit et tout le monde s'écarte. Parce que t'as un regard de fou, t'as une démarche de fou. Les gens se disent, mais c'est bizarre, ce gars-là. Et c'est vraiment... La rue, c'est un métier, toi. Par exemple, tu croises une bande de 10 mecs, au lieu de te barrer, tu ralentis, tu les regardes, tout ça. Parce que, voilà, il dit, il doit avoir quelque chose sur lui, etc. C'est tout un métier, quoi. C'est, par exemple, être comédien, c'est un métier. Ah ouais. Il y a un beau parallèle, là. Mais il y a un beau parallèle avec Ouais. ça. C'est pour ça que je me retrouve en toi aussi, parce que tu as joué un rôle et moi j'en ai joué un. Je suis pas un skinhead. Je suis un être humain bon et qui essaie de faire du bien. Mais à cette époque-là, je jouais un rôle. C'était pas moi. Et est-ce que tu crois que là, en l'occurrence, c'était ce rôle-là du skin? Est-ce que ça aurait pu être n'importe quel autre rôle? Est-ce que je dis n'importe quoi, mais moi, je sais que dans la prépa sur Adam, je me suis souvent posé la question, un peu ce qu'on vient de dire, est-ce que ce mec, il a cette idéologie-là vraiment ancrée en lui et cette violence-là, ou est-ce qu'au fond, ce qu'il veut, c'est juste être leader d'un groupe? Il s'avère qu'il a trouvé ça comme il aurait pu être capitaine d'une équipe de basket, et au final, son leadership, il l'aurait eu là, et l'effet de groupe, il l'aurait eu là, et sa vie, elle aurait eu une toute autre voie, tu vois. Est-ce que toi, ça se trouve, si je sais pas à quel moment à quel âge à peu près t'es parti dans cet extrême-là, mais est-ce que si à ce moment-là, sur ta route,
plutôt que d'avoir des mecs skin de cette mouvance-là, t'avais eu des gars, peut-être même des acteurs qui t'auraient dit tiens, viens passer des castings avec nous, viens faire ça avec nous. Est-ce que t'aurais trouvé une identité, un effet de groupe là-dedans, ou dans le sport, ou je sais pas, est-ce que ça aurait pu être autre chose? En fait, bien sûr, on cherche le bonheur, on cherche à être quelqu'un. Avant tout, entrer dans un gang, c'est trouver une famille. Je me retrouvais pas dans la famille que j'avais, dans la cité où j'ai grandi, je me retrouvais pas. J'avais la vie, je l'acceptais pas. Voilà. Donc ça a été un refus d'accepter la même vie que mes parents, et pour ça j'avais besoin de rentrer dans quelque chose, et ça aurait pu être quelque chose de différent. Mais pourquoi j'ai été attiré par les skinheads, par cette violence, c'est encore quelque chose dont je me pose la question. J'ai été fasciné. Pourquoi? Je sais pas. La fascination, c'est incroyable parce que moi j'étais pas quelqu'un de violent comme ça. Bon, il y avait quand même une graine. Bon, je me suis fait virer de lycée, tout ça, pour de la violence. Mais en fait, quand j'ai vu ces skinheads, j'ai cultivé intérieurement leur haine, leur démarche, etc. Et je suis devenu, petit à petit, un dingo. Puis quand tu rentres dans un noyau dur, en fait, au début, tu rentres comme un suiveur. Et puis, j'ai eu la malchance, ou la chance, je sais pas, ça dépend qui c'est qui va avoir la chose, de devenir une personne du noyau dur, et puis après, vraiment une référence dans le milieu skinhead. Mais ça a pris des années. C'est comme une évolution, quoi, dans la haine, quoi. Et quand t'es dedans, t'as aucun recul sur ce que t'es en train de vivre ou faire. Tu te poses pas des... Tu peux pas, c'est comme une religion, tu peux pas. Tu peux pas, tu fais partie d'un groupe, le gars il t'a sauvé, tu le sauves, tu peux pas. C'est comme la guerre, tu peux pas. C'est de l'honneur, quoi. T'es pris dans quelque chose qui te dépasse, quoi. 2 skinheads arrêtés et écroués à Mont-de-Marsan dans les Landes. Il y a 3 jours, ils ont frappé à coups de barre de fer et de manches de pioche un jeune beurre. Skinhead, ce terme paraît barbare. Il signifie en anglais crâne rasé. Il est apparu il y a quelques années en France et a été importé, si j'ose dire, par de jeunes garçons proches de l'extrême droite et faisant volontiers le coup de poing. Ouais, je défends mes idées, je défends ma race, quoi. Puis, voilà, je suis anti-con, anti-crouille, anti-nègre, contre tous ceux qui font chier le monde, quoi. Principalement les immigrés. Est-ce que, comme toi, William, petit, ça a été ce souvenir d'enfance qui a fait que tu as croisé ce chemin, tu avais ce regard? Est-ce que, par exemple, par amour, on peut intégrer ça? Par fraternité, par ce côté effet de groupe, effet d'appartenir et d'admirer et d'aimer? On est fait pour adorer quelqu'un. On est fait c'est la nature de l'âme, c'est la nature de l'être. Et donc, automatiquement, on peut avoir cette fascination dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu, quoi, et même dans la transcendance. Donc, suivant le conditionnement que t'as, tu vas avoir une attirance. Et moi, j'ai eu cette attirance, cette fascination, je l'ai eu. Je me rappelle, dans l'école, il y en avait un qui s'appelait Le Tyran, qui était champion de boxe et tout. C'est un gars, il avait vraiment une sale gueule, une démarche incroyable et tout, quoi. Et j'étais fasciné. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a pris sous ses ailes, et j'ai commencé comme ça, quoi. Ça a été une fascination. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Victor? En tout cas, moi, ce que je me racontais pour Adam, c'est sûr qu'après, il y a la rencontre avec Angelina, mais il est déjà skin à ce moment-là. Donc je pense qu'au bout d'un certain temps, les actions ultra-violentes vers lesquelles il va, il les entreprend par amour et il les continue par amour. Et au bout d'un moment, cette relation qu'il a avec le personnage de Frédéric, donc, le pousse à faire des choses encore plus violentes que ce qu'il aurait pu faire à la base. Simplement, avec son idéologie, il va encore plus loin. Mais je pense que l'entrée dans un mouvement de ce type, c'est plus par manque d'amour, recherche d'amour que par amour. Parce que, alors déjà, un manque d'amour propre, et puis la recherche d'amour, pas forcément au sens amoureux et couple du terme, mais quand tu parles du tyran, ce boxeur-là, j'imagine que c'est un mec qui t'impressionne de la même manière que comme quand t'es en 6e et t'as envie d'être dans l'équipe de foot des 3e. Il y a ce truc-là, t'as envie qu'il t'adoube, quoi. Donc j'imagine qu'il y a cette recherche d'amour-là qui est forcément le moteur de tout. De ça comme de presque tout ce qu'on entreprend dans la vie, si ce n'est absolument tout. On en parle, Victor, de ton look dans le film. Ouais. Alors, on se connaît pas assez, mais j'ai l'impression quand même que t'es un vrai gentil. C'est drôle d'ailleurs dans le film, ton personnage s'appelle Adam. Adam, ce côté angélique, et finalement, c'est le leader d'une extrême violence. Ça passe par le physique, par l'action.
ça passe par un peu tout. Mais c'est sûr que quand j'ai su que j'allais interpréter ce rôle, moi, j'étais super content dès le début, parce que dès la première lecture du scénar, je me suis dit qu'il y avait une expérience de jeu et d'acting forte à vivre à travers ça. Donc j'avais vraiment envie de le faire. Quand j'ai su que je le faisais, j'étais content, mais en même temps, j'avais un peu peur. Comme j'ai jamais... Alors je me pose toujours des questions avant d'interpréter quelque chose et de rentrer sur un nouveau projet. Mais là, encore plus que d'habitude, parce que j'avais vraiment la sensation que ça allait pas marcher. Ce personnage-là, il faut pas non plus en faire, et c'était les discussions qu'on avait avec Jimmy dès le début, faut pas en faire, je dirais, un méchant caricatural de base envers lequel on n'a aucune empathie, parce que sinon ça marche pas. Je trouve que justement, ce qui est intéressant dans tous les personnages de méchants bien réussis du cinéma, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Rascal, c'est que ce méchant-là, à un moment donné, on l'aime un peu et puis on culpabilise presque de l'aimer. On se dit, c'est pas normal d'avoir de l'empathie pour ce personnage, donc c'est le but du jeu. Mais du coup, oui, je doutais de ma capacité à faire ça parce que moi, j'ai pas l'impression de provoquer de la peur chez les gens. J'ai absolument aucune violence physique en moi. J'ai jamais eu le besoin de taper quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc, tu t'es jamais battu non plus, c'est ça? Non, je me suis jamais battu. Donc je me suis dit, est-ce que je vais être capable de provoquer ça? Et à vrai dire, quand moi je vois le film, je me trouve pas bon, parce que je me dis, moi je me fais pas peur, tu vois, du tout. Et c'est le regard et les avis des autres qui me confortent un peu. Mais moi j'ai du mal avec ça, tu vois. William? Moi j'ai trouvé que c'était bon. J'ai trouvé que c'était bon, pourquoi? Parce que dans la réalité, c'est vrai qu'on a des moments dans une bande où t'incarnes vraiment le méchant, puis t'as des moments où c'est la fraternité, tu rigoles, etc., où c'est que des blagues et des délires, etc. Et il y a aussi ce côté de la douceur peut aussi apparaître, quoi. Alors, pas tout le temps, elle prédomine pas, parce que c'est pas le but. Mais par exemple, quand tu es amoureux d'une femme dans le film, c'est quelque chose qu'un skinhead peut expérimenter. Alors c'est vrai que c'est dur, parce que quand tu es dans une bande, être amoureux, c'est comme un peu se rabaisser. Pourquoi? Parce que c'est la nature d'un barbare. Un barbare, il doit pas être dominé par des sentiments doux. Et ouais, c'est comme ça. Et donc, c'est pourquoi le rapport avec les femmes, il n'est pas facile. Moi, c'est dans le film, une des parts d'Adam et de la composition que j'avais à faire pour ce perso qui m'a le plus intéressé, c'était justement cette histoire d'amour avec Frédéric-là, parce que la première fois qu'il la rencontre, on le découvre assez vite dans le film, c'est dans un concert, et puis et Jimmy m'en parlait comme ça, et il me disait là, en gros, à ce moment-là, tu l'as pas vraiment rencontré, tu te dis juste... une de plus, quoi, comme celle d'hier, comme celle de demain, une de plus que tu vas te taper un soir et c'est réglé, et il y aura pas plus que ça, et surtout presque surtout pas de respect ou de considération, parce que justement au sein du groupe de potes, ça serait mal vu, et ensuite c'est quelque chose qui le dépasse, parce qu'il tombe fou amoureux de cette fille-là, et c'est là que sa trajectoire devient encore plus intéressante à mes yeux. Le film, il se situe dans les années 80 à Paris. Il nous apprend que la ville était régie par les skinheads. On a l'impression de ça. Est-ce que on peut revenir là-dessus, sur le côté rue aussi? Est-ce que ça reflète bien l'époque? Ah ouais, tout à fait. En fait, moi, personnellement, dans la réalité, toutes ces années, j'ai pas vu de bande opposée. Hein. Par exemple, les chasseurs de skins, tout ça, j'en ai pas rencontré. On se retrouve dans des circonstances, je pense, où, par exemple, quand on traînait au Luco, Jardin du Luxembourg, au 6e à Paris, ouais. Et il y avait aussi une boutique de disques qui s'appelait New Rose à l'époque, quoi. Et là, on a beaucoup massacré de gens, vraiment. Je parle de massacrer, hein. Et il y a cette violence, cette haine extrême. Maintenant, on se retrouve dans des bandes organisées, tout le monde est blanc. Moi, à mon époque, il y avait des blacks, il y avait des juifs dans la bande, il y avait des Iraniens, des Turcs, etc., des Chinois, tout. Donc, voilà. Ça, c'est la bande néo-nazie. Tu vois, c'est pour te dire que c'est de n'importe quoi. Tu vois. Et puis après, on avance dans les années 86, où ça commence.
il y a une vague idée de white power, vraiment. Où ça commence à être un peu plus théorisé, quoi. Voilà, où il y a vraiment une sorte d'idéologie où on veut plus être avec des gens de couleur, etc. Donc moi, j'ai commencé à connaître ça. Moi, je faisais partie du Nazi Clan à cette époque-là. J'étais un des membres du Nazi Clan. Je t'habillais tout en noir avec des tatouages néo-nazis, tout ça. Mais je dirais que l'évolution de cette idéologie, elle n'est pas fondée parce que je connaissais rien sur le nazisme. Je connaissais rien. La preuve, une fois, je suis invité chez un bourgeois, Faf, toi. Faf, tu peux nous dire ce que c'est ? Un fasciste, quoi. Fasciste. Il commence à me faire voir des photos de camps de concentration, de gens qui sont squelettiques, tout ça. Il rigole. Et moi, ça me choque. Ça me choque. Et pourtant, je suis habillé comme ça. En fait, qu'est-ce que c'est la haine ? C'est simplement, t'as un look et les gens t'aiment pas. T'as de plus en plus de haine. J'aurais eu un ami, j'aurais quelqu'un qui m'aurait aimé. Par exemple, à un moment, dans le métro, je me rappelle, dans le métro parisien, moi, je prenais 4 places à moi tout seul, je regardais tout le monde, toi, vraiment, c'est la haine, toi. Et il y a un Maghrébin qui vient à côté de moi, une personne, je sais pas, 50 ans, quelque chose, comme un père, tu vois. Il me dit, je peux m'asseoir à côté de toi. Alors, je me pousse, tu vois. Il me dit, mais pourquoi t'es habillé comme ça ? Pourquoi tu fais ça ? Comme quelqu'un qui m'aimait. Eh ben, j'étais désarçonné. Désarmé. Je pouvais même pas répondre. Ça me mettait des états de choc. Alors, je vous apprendrai un jour. Alors, oui ou non ? À ton avis ? Ah non. Tu comprends ? C'est clair que c'est plus facile quand c'est des tons, ça. Ouais, mais en attendant, je suis le seul qui a des couilles ici, mon petite gamine. T'as combien de râteaux cette semaine ? Oh, toi, tu vas pas t'occuper de ça, hein, tu vas nous parler de Sabine. Oh, mais les gars, arrêtez. Je n'ai rien à foutre d'elle. En plus, c'est toi qui essaie de la faire. Ouais ? Pourtant, elle arrête pas de le bâcher. Parce que ça, Rico, il joue l'usure. Ah, ça ? Foutez-vous de ma gueule, bande de clochards. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu fais de l'effet, petite connasse ? Oh, Rico ! T'as les boules ou quoi ? Je sais pas ce qu'il me le vu. Comme ça. Oh, t'énerve pas, gamin. Allez. Et du coup, ce qui t'a fait sortir de ça, c'est parce que progressivement, les gens de ton entourage qui étaient dans cette mouvance-là sont partis progressivement, ou c'est parce qu'il y en a plus comme ce père maghrébin qui sont venus autour ? Il y a eu plusieurs causes. La première cause, c'est que le mouvement skinhead, ça devenait que des politiciens. Et nous, on avait connu le rock'n'roll, etc. Donc, on se reconnaissait plus dedans. C'était plus rock'n'roll. Ça veut dire qu'il y avait plus que de la politique, que de la haine, avec des gars, voilà. Alors, c'est sûr qu'on avait une réputation incroyable. Dès qu'on était autour de gens, on était adorés presque. Mais c'est surtout l'amour qui m'a fait capituler. Et je regardais autour de moi, il y avait que des gros féroces, quoi, des gars super féroces. Et je me disais, mais je me reconnaissais plus. Et donc, à un moment, ces sentiments de bonté, ils ont tellement pris place en moi que je pouvais plus assumer cette violence, etc. J'arrivais plus. Et pourtant, je me baladais partout dans Paris comme ça. Les gens avaient peur de moi, mais au fond de moi-même, j'en pouvais plus. Face à la haine, l'amour gagne toujours, quoi. Voilà, c'est ça. Pardon, mais aujourd'hui, tu peux nous dire, donc tu t'es repenti, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Disons que ça n'a pas été simple. Quand j'ai arrêté d'être skinhead, premièrement, c'est comme si j'étais sorti d'une prison psychologique. J'ai redécouvert la vie. Je voyais des gens qui avaient plus peur de moi parce que j'avais plus le même look, plus la même démarche, et j'avais plus envie d'être le méchant, mais d'être le gentil. Mais la réalité, c'est que tout ça, ça me rattrapait parce que les jeunes voulaient aller me voir. Je voyais des skinheads qui tapaient des gens devant moi, qui voulaient nous faire voir qu'ils avaient pris la relève. C'était terrible comme truc. Wow. Ouais, c'était chaud. Donc on avait vraiment la preuve qu'on avait semé des mauvaises graines, quoi, quelque part. Tu comprends, je veux dire. Et donc, j'ai senti que je pouvais pas m'en sortir tout seul. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un pote qui était iranien, qui faisait partie de la bande qu'on appelait Sniff à l'époque. Et lui, il s'est tourné vers la spiritualité. Et grâce à lui, j'ai commencé à méditer. Et cette méditation, ça m'a amené à entrer en moi-même et à voir que j'étais pas tout ça, en fait.
et que je m'étais trompé profondément, que j'étais un être bon. Et donc, ça m'a amené... Alors, ça n'a pas été facile de sortir cette haine parce que j'avais des flashs. Je suis devenu un moine Vaishnava, mais j'avais des flashs. Même des fois dans mon monastère, si quelqu'un me parlait mal, je voyais tout un plan, coup de tête. Parce que c'est que des... Il y en a une telle capacité de violence, tout est sous contrôle à l'intérieur. Tu vois, c'est vraiment pas facile. Des années plus tard, tu peux encore avoir ces réflexes-là? Non, maintenant, c'est parti. Mais si tu veux, il a fallu que je verse vraiment des larmes. J'en pleurais, tu sais, parce que ça m'arrivait. Et puis aussi des chutes de violence, tu vois. Alors, pas quand j'ai été moine quand même, mais juste avant, où, par exemple, j'étais avec ma copine. Il y a un gars qui lui parle dans le métro mal, je le prends par la gorge, je le traîne, je vais lui éclater la tête, tout le monde est là. C'est une violence, les gens, ils hallucinent. Hein. Ouais. Ils sont comme ça, choqués, comme des images. Ah, la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. Et moi, c'est le monstre qui sort, c'est le monstre. Et moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, je suis débordé. Ah ouais. Et puis, je me mets à courir comme avant pour échapper à la police et tout, alors qu'il y a la femme avec mon enfant juste là, toi. Et c'est terrible. C'est terrible ce que tu vis, quoi. Tu peux plus. T'as un monstre au fond de toi-même que t'arrives pas à contrôler. Donc ça, il m'a fallu 20 ans pour le dompter. 20 ans de méditation, 20 ans de vie où j'ai tout abandonné, quoi, pour juste le chasser, quoi. Oui, mais t'as réussi. Et franchement, bravo, parce que ça force l'admiration. Ouais. C'est quand même toute ton enfance, t'as grandi là-dedans, c'est ton identité que t'as cassé pour laisser sortir ce qui t'avait vraiment. Et c'est admirable. C'est à ce moment-là que j'ai voulu me repentir. J'étais prêt à ce moment-là à demander pardon, à rencontrer les gens que j'avais frappés. Et c'est là qu'on m'a demandé de l'aide. C'est incroyable. Moi, j'étais pas parti là-dedans. J'étais juste parti pour demander pardon. Et j'ai eu des milliers de personnes qui ont commencé à me demander de l'aide pour sortir de la violence, pour ceci, cela. Quoi. Et maintenant, c'est ce que je fais. J'aide les gens, quoi. Victor, je vais te poser une petite question pour revenir au film qui m'intéresse. C'est un film comme ça qui sort, c'est intéressant parce que justement, ça montre. Le film est violent. Enfin, c'est une violence qui je fais mon avis de critique ciné. C'est pas si violent que ça. William, tu vas peut-être me dire que oui, non. Ouais, moi, j'ai trouvé que la violence était un peu légère par rapport à ce que moi, j'ai connu. On est dans le cinéma. C'est vrai qu'on est dans le cinéma, on est dans une fiction. Comment tu t'es préparé, toi, en tant qu'acteur, pour ces scènes-là? Parce que, alors, mine de rien, alors je vais peut-être dire encore une grosse bêtise, mais le sourire de l'ange, à un moment donné, il y a une scène... Ouais, le sourire du Joker. Tu peux nous expliquer? Par rapport à la violence, c'est vrai que tout de suite, et je veux pas parler pour Jimmy, le réalisateur, mais son souhait, c'était pas de faire une violence gore qui choque à l'image. Et des fois, c'est d'autant plus violent quand on sait que le pire se passe hors champ. Et des fois, il n'y a rien qui fait plus peur et qui crée plus de tension que le regard de quelqu'un qui regarde une baston ultra violente. Donc c'est sûr que dans Rascal, on n'est pas dans ce côté gore, mais oui, la violence est quand même présente, c'est sûr. Et après, juste pour la prépa, déjà, très concrètement, on a eu beaucoup de répétitions cascades. C'était. T'as pas eu de doublure? Non, on n'a pas eu de doublure, mais c'est une bonne chose parce que même si c'est les bastons de cinéma, c'est presque plus de la danse, c'est très chorégraphié, tu fais deux pas à droite, tu mets la droite à ce moment-là, la gauche, t'esquives, c'est vraiment un mini ballet, mais ça charge quand même d'une tension. Ça demande une concentration assez folle parce que il suffit d'être un peu plus avancé ou un peu plus reculé pour que la droite, on se la prenne vraiment ou on la mette vraiment, ce qui est une autre histoire. Et je suis pas certain que l'équipe maquillage aurait eu envie de maquiller un œil au beurre noir. Tu t'es pris un coup ou pas? Non, alors sur m'en suis pris un, on répète, mais ça allait. Mais sur un autre projet, j'en avais mis un et je me suis senti très très mal. J'aimerais revenir sur une question de Victor par rapport à l'actualité. Ouais. C'était hyper intéressant. Selon le Figaro, 1 à 2 milliers de personnes de l'extrême droite sont suivies par les renseignements en France, ce qui est beaucoup, dont plusieurs centaines de militants suprémacistes, susceptibles de préparer des attaques terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cette info? Moi, je pense que c'est possible. Moi, je sais que j'ai été fiché déjà, moi. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a l'impression. Quand j'ai été aux États-Unis il y a pas longtemps, j'ai eu du mal à rentrer dans le pays. Hein. Ah Ils m'ont posé des questions pendant une demi-heure. Alors ça faisait 20 ans que je prêchais la paix. Hein.
Et donc, oui, il y a des gens dangereux. Par exemple, quand j'avais 16 ans, on m'a embrigadé, on m'entraînait à tirer au M16, etc., à Kalachnikov et tout, pour préparer des trucs. J'ai failli tomber dans des trucs pas possibles. Et je sais pas, voilà, il y a quelqu'un qui me protégeait, j'ai pas été jusqu'à là, quoi. Mais ouais, j'en suis conscient. Hein. C'est pas des blagues, quoi. Il y a des fous furieux, quoi. Ouais. Et c'est pas forcément des skinheads, c'est des gens qui vont manipuler les gens. Par exemple, je me rappelle d'un professeur de boxe qui était un ancien parachutiste, etc., membre, etc. Et voilà, il nous avait retourné le cerveau. Quand t'es bête et méchant comme ça, tu penses que personne peut te retourner le cerveau. Mais c'est tellement simple, en fait. Il avait divisé la bande, et après, il nous avait commencé à nous faire tracter tout ça. Puis à un moment, on s'est réveillé. Mais tout le monde peut être manipulé, tout le monde. Non, moi, c'est pour ça que je posais la question à William tout à l'heure là-dessus, parce que des fois, certains articles qu'on peut lire en ce moment parlent de alors là, tu sortais un chiffre 1000 à 2000, mais il y a même des fois, il parle de certains événements qui mettent en cause 20 bonhommes, quoi. Et sur le papier, 20 bonhommes, aussi violents soient-ils, ça fait pas forcément très peur. Mais c'est... En faisant mes recherches pour le film, et même c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que c'est des groupuscules. Et groupuscules, des fois, c'est pas plus que ça, que 10, 15, 20, 30 mecs, mais qui font beaucoup de bruit et qui... La caisse de résonance peut être très forte malgré un petit nombre. Donc, quand ces articles-là se répètent, c'est pour ça que je demandais un petit peu si on pouvait faire le parallèle avec ce qui se passait au début des années 80, avant l'apogée, entre guillemets, de ce mouvement-là ou pas. Je pense que c'est quand même maintenant plus organisé, quoi. C'est une époque complètement différente où il pourrait avoir des attentats, des choses comme ça. À l'époque de mon époque, moi, je me rappelle que des amis à moi, ils faisaient par exemple des grenades fractionnées, par exemple avec du métal dedans, ou qui balançaient ça dans les salles de concert, des choses comme ça. J'ai vu ça. Il y avait des fusils, tout ça, mais ça allait pas. C'était pas organisé, quoi. Voilà, c'est juste, voilà, c'est ponctuel, quoi. Alors que là, on se retrouve avec des gars qui sont vraiment... Ils sont graves, quoi. Fred, qu'est-ce que tu fous là? Toi, qu'est-ce que tu fous là? Viens ici, Yann, il veut pas devoir traîner ici. Je reste là. Sors. Je reste là, je te dis. Sors de là, je te dis. Oh, petit, ne te mêle pas de ça. Pourquoi tu t'approches, toi? Je reste ta mère, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, Grinch. Lâche l'affaire, ça y est. Te mêle pas de ça, Adam. Mais qu'est-ce que t'as, là? C'est pas nous l'ennemi, tu le sais bien. Ah, je t'arrête tout de suite. Ton baratin de fave de merde, tu le gardes pour tes chiens, là. Tu fais quoi comme action aujourd'hui? Tu peux me raconter un peu t'as une association? J'ai fondé un monastère déjà. Ouais. Et j'ai créé aussi une association à IMSA Non-Violence. Et cette association, j'apprends aux gens à utiliser les choses pour développer de l'amour. Alors, j'ai Harley Davidson, un club de moto, on fait du rock'n'roll, on fait plein de trucs. Mais le but, c'est de démontrer aux jeunes qu'on n'a pas besoin de partir dans des idées extrêmes pour avoir des sensations. On peut avoir les sensations avec le positif, avec l'amour aussi. Et je pense que c'est un moment qui est important. Alors, c'est pas religieux, c'est neutre, une spiritualité neutre, parce que quand même, il y a la méditation. La méditation, c'est important pour qu'ils entrent en eux-mêmes. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Et tu vois à un moment te décoller toute cette mauvaise idée, en fait. Et tu t'acceptes, en fait, d'une bonne manière. J'ai une petite question pour toi, Victor. T'as 24 ans. En quoi tu penses qu'un film, que le cinéma, il peut confronter la réalité? Tu vois, poser des questions sur ce qu'on est aujourd'hui, nous replonger dans les années 80, comprendre ce que c'était, ce qu'est un skinhead. C'est une question que je me pose beaucoup, alors pour le cinéma en général et même à titre perso dans ce que je fais. Quand je fais une série ou un film, est-ce que je le fais pour moi et ma petite personne, ou est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que c'est quelque chose pour le bien commun, tu vois? Ce qui est sûr, c'est que tous les projets n'ont pas forcément, j'allais dire cette prétention, mais c'est pas ça, même n'ont pas forcément cette vocation d'élever ou d'être un miroir de la réalité. Mais peut-être que des fois, tu le disais, William, le fait
de repenser à certaines choses ou d'être mis en face de certains actes que tu avais faits, t'ont fait prendre conscience de ces choses-là. Si on réfléchit un peu de cette manière, on peut peut-être se dire que si à l'époque, peut-être que dans les années 80, t'avais vu ce film, peut-être, qui sait que t'aurais pu... ça t'aurait amené un certain recul sur la situation et sur ce que tu pouvais faire vivre à certains avec ton groupe. Peut-être que ça aurait changé les choses. On parlait de l'actualité qui pouvait résonner avec les années 80 en ce moment. Donc je pense que c'est il y a presque un devoir de mémoire là-dessus, tu vois. T'es sorti comment de ce rôle ? Bon, déjà, t'es sorti sans cheveux, parce qu'on t'a rasé. Ouais, sans cheveux déjà. Mais moi, je le disais tout à l'heure, j'essaye de créer Adam pour qu'on s'y attache, mais il y a quand même un mauvais fond là-dedans. Et finalement, quand je le quitte, il y a un petit manque quand même. J'aurais bien aimé continuer à l'interpréter. Il y avait quelque chose d'assez jouissif à faire ça. Et du coup, j'espère que le spectateur arrivera à sentir une petite ambivalence et ne se dira pas simplement c'est vraiment la pire des ordures, absolument 100% de cette personne, de ce qui dégage et de ce qui est en lui est acheté, tu vois. Ça résonne un peu avec la réalité. Le mot qui revient chez vous deux, c'est le côté jouissif. Dans la violence, il y a de la jouissance. C'est de pas juger forcément l'humain. Je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais de rester humain, en fait, ça reste des humains. Bah, c'était moi, cette partie-là, elle est traitée surtout avec la relation avec Frédéric. Et je pense que Jimmy a été très intelligent d'aborder ce personnage et celui d'Angelina aussi de cette manière-là, pas vouloir en faire des méchants, bêtes et méchants simplement. Caricature, ouais, quoi. Ouais. Bah, ce que je voudrais dire, une chose, c'est qu'on peut percevoir le film de deux manières. Comme une prévention, mais quand on a une graine en nous d'un enfant violent, ça peut amener à vouloir rejoindre un gang aussi. Moi, quand j'ai vu, par exemple, Orange Mécanique, à l'époque, après on a fait des trucs horribles, quoi, inspirés de ce film, quoi. Donc, les deux peuvent être présents. J'espère que ce qui sort du film, c'est quand même plus aussi l'amitié et véhiculée par cette bande des rascals-là. Et c'est vrai, moi, Orange Mécanique, c'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Je pense pas que le monde aurait été meilleur si Orange Mécanique n'avait pas existé. Peut-être que ça aurait été avec un autre film derrière ou peut-être que ça aurait retardé le processus, mais je pense que la violence ou ce besoin-là serait venu peut-être plus tard. C'est pour ça qu'avec Rascal, je pense que c'est un peu le même principe. La trajectoire de l'ensemble des personnages du film, mais plus en avant les valeurs plus nobles d'amitié notamment. Mais c'est sûr que chacun peut y lire ce qu'il veut. Le spectateur n'est jamais pris par la main et on lui dit tiens, voici le bon chemin. Il y a une œuvre et une vision d'auteur qui est montrée. Après, chacun prend ce qu'il veut là-dedans. Tous les deux, et j'espère qu'il n'y a pas que tous les deux, mais ouais, qu'on est guidé et tout ce qu'on fait va, on l'espère, pour un espèce de bien général, même si il y a une démarche assez égoïste dans presque 100% de ce qu'on entreprend. Et même quand on pense faire le bien et qu'on pense agir pour les autres, je pense qu'il y a aussi un espèce de miroir qui fait, on le fait pour se sentir bien vis-à-vis des autres. Et peut-être le bien que tu propages à travers toutes tes activités associatives qui sont géniales, ça aide les autres, mais je pense que ça t'aide aussi toi à compenser un petit peu ce que tu as fait dans ta jeunesse. Et du coup, c'est génial que des actions à la base, peut-être un petit peu égoïstes, servent le collectif, tu vois. Tout à fait. En fait, ce que j'ai bien aimé tout à l'heure, ce que tu disais, c'est que tu as eu comme du mal à quitter ce rôle, en fait, parce que ça t'apportait une jouissance. Et on peut voir qu'on se ressemble. Moi, je l'ai vécu plus longtemps et je l'ai quitté. Et moi, j'ai dû faire un chemin pour être quelqu'un de gentil, alors que toi, t'es gentil. Pendant ce film, tu l'as expérimenté un moment et t'as eu du mal à le quitter quand même. Ouais. Donc, il y a un lien qui se crée même à travers un personnage qu'on joue pour un moment et un personnage qu'on joue pour un plus grand moment. Mais ça reste que des rôles, en fait.
Le but, c'est d'être quand même nous-mêmes et de donner le meilleur pour les autres, c'est vrai. La réplique de fin, c'est que ce film, avant tout, il véhicule une amitié et un désir d'être heureux, d'être bien. Après, c'est interprété par des voyous. Et c'est pas parfait. Mais il y a cette graine de l'amour. Il y a cette graine de cette construction d'un monde qui est meilleur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit que finalement, peu importe qui on est, on va tous vers l'amour. On peut pas faire autrement. Je suis content que vraiment content que tu parles du film comme ça. Je trouve que les discours, et là en l'occurrence c'est un discours cinématographique, mais je trouve que les discours lisses n'ont pas tellement de valeur et véhiculent pas grand-chose. Ceux qui le sont un peu moins, qui sont un peu plus poreux et qui peuvent être ambivalents, comme toi t'as pu percevoir Les Rascals, je trouve que c'est d'autant plus puissant. Et du coup, moi, c'est la sensation que j'avais en le lisant, en le tournant et en le voyant pour la première fois. Il y a toujours cet inconnu-là. On se dit, est-ce que ça va être perçu comme ça ? Donc, je me dis qu'on a tous, toute l'équipe et Jimmy en tête, pas trop mal fait notre travail pour que ce soit reçu comme ça. Donc, je suis content. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très positif. Eh bien, je vous remercie à tous les deux. Merci à toi. C'était Réplique avec William, Victor et Les Rascals. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Réplique, le podcast de Canal+, qui fait tomber les murs entre la salle de cinéma et le monde extérieur. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Art de Voir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. Prise de son de Sandrine Malon. N'oubliez pas de vous abonner à notre émission et à lui donner plein d'étoiles.